Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin est Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre, ancien maire de Valenciennes et fondateur de l'UDI. Bonjour Jean-Louis Borloo. Oui, bonjour. Et bienvenue. Il ne faut jamais gâcher une crise, ça c'est vous qui l'affirmez. On a un quart d'heure pour changer le pays, là. On va en profiter avec vous. Au regard du chaos que nous traversons, qu'est-ce que vous constatez, Jean-Louis Borloo? Parce que vous avez envie de dire les choses, hein. Oui, en fait, vous savez, moi je suis parti il y a pas 13 ans. Oui, ça fait un moment. Voilà, je trouvais que j'avais plus la forme physique, le problème de santé, et donc j'ai démissionné, ce qui était la moindre des corrections à l'égard de mes mandants. Et puis là, je ressors un peu de ma tanière parce que j'ai le sentiment qu'on ne prend pas la mesure de la situation. Et surtout qu'on ne trouve pas le chemin. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de corps un peu sans tête qui cherche la sortie. Et j'ai un peu travaillé, parce qu'il faut se méfier de ses souvenirs, un peu travaillé pour essayer de comprendre la situation. Vous avez vu, on cherche 40 milliards, le vrai déficit. Oui, mais c'est pour ça. Je veux dire, ce qui me fascine dans la situation actuelle, c'est que on voit pas l'éléphant au milieu de la pièce. Quelle est la situation réelle de notre pays? 70 millions d'habitants à peu près, un climat tempéré, des gens intelligents, bien formés, et avec des dirigeants qui sont ni corrompus, ni cyniques, ni essaient de mal faire. Bon. Et en même temps, on a une crise du logement qui est d'une gravité extrême et qui va s'aggraver, puisqu'on en produit 2 fois moins que le besoin. Une crise de la jeunesse qui est fascinante, 400 000 jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, 150 000 par la protection de la jeunesse, 1,5 million de perdus de vue, c'est-à-dire sans emploi, sans qualification, sans formation au pied des immeubles, qui sont évidemment la proie de tous les dingues qui se promènent. On a une crise de l'agriculture, on a une crise des prisons, on a une crise de la chaîne judiciaire, et en même temps, on a un déficit qui, pardon de vous le dire, faut pas le compter en pourcentage de PIB, ce qui veut rien dire, c'est dépenses-recettes, on est à pas loin de 40%. Alors donc 40% de déficit. C'est pas 40 milliards qu'il faut chercher. Mais bien sûr que non. Revenir à l'équilibre, c'est 180 et 200 milliards l'année prochaine. Bon. Donc on peut pas, sauf à penser qu'on est juste un pays de crétins, on peut peut-être se poser la question de savoir si on n'a pas un problème d'organisation de l'action publique. Il est là le problème. Tout simplement. Évidemment qu'il est là le problème. C'est le problème. Alors je vais vous dire, quand on regarde tranquillement et sans critiquer tel ou tel gouvernement, ça m'intéresse pas du tout. Il n'y a aucune organisation au monde, religion, armée, État, syndicats, aussi désorganisés que la France. Tout ça composé que par des gens qui essaient de bien faire. Je m'explique. Oui. La France est un pays. Je suis sûr que si je vous dis, est-ce que vous pensez que la France centralisée, vous allez me dire oui. Eh bien, je veux dire, ce n'est pas vrai. La France, en termes d'action publique, est le pays le plus émietté du monde. Émietté? Oui. Tout le monde fait tout. Je vais vous donner 3-4 exemples très simples. Alors, d'abord, d'organisation, puis pour les gens. 400 milliards gérés par 8000 organismes paritaires. 8000. 1850 organismes publics, des régions, des départements, des agglos, des pays, des communes, sur Paris, des EPT, enfin tout ça est complètement, et tout le monde... Tout dans tous les sens. Tout le monde fait tout. Oui. Et j'ai oublié 20 autorités administratives indépendantes. Bon. Ce qui est fascinant, c'est que tout le monde fait tout. D'ailleurs, personne n'y comprend strictement rien, qui s'occupe des adultes handicapés, des mamans isolées, des mineurs isolés, ça, personne n'y comprend. À telle enseigne, monsieur, que les gars de Bercy, ils ont été à l'école, hein, ils sont 133 000. Ils se trompent de 60 milliards en 2 ans. 20 milliards la première année, 40 milliards. Or, c'est pas des faussaires, les gars. Bon, donc c'est pour vous dire à quel point le système est désorganisé. Donc quand on regarde ça, on se dit nos marges de manœuvre sont considérables. Une telle désorganisation qui nous coûte en moyenne 150 milliards. 150 milliards. Ben oui. Quand tout le monde s'occupe de tout, cher ami, vous avez des coordinateurs, des contrôleurs, des inspecteurs. Enfin, c'est un truc. Donc il y a 150 milliards d'euros potentiels là, si on fait le ménage. Mais beaucoup plus grave que ça. Oui. C'est que toute décision, elle est 3 fois plus longue et elle finit par être incohérente au moment où vous la prenez. Je vous donne un exemple.
Vous voulez vous occuper des gamins dans une ville. Très bien. Il y a l'équipe de la ville, l'équipe de l'agglo, l'équipe du département, l'équipe de la caisse d'allocation familiale, l'équipe de la politique de la ville, l'équipe de l'État. Mais on est dingue. À côté, là, chez vous, là, on est à Boulogne, là. Oui. Boulogne. Bon. Boulogne-Billancourt. Alors, il y a 20 ans, un scandale, les cases commissariales les plus inacceptables de France. À telle enseigne que celle de Boulogne, ici, chez vous, là, la défenseur des droits est venu, a dit que c'est indigne et c'est scandaleux. Un 20h, parole performative habituelle, on refait les cases premiers, celui de Boulogne. Il y a 20 ans. Écoutez-moi, 20 ans. Le problème, c'est que l'État, qui n'a pas une thune, puisque le vrai argent, les collectivités, 350 milliards, le partenaire social, 400 milliards, l'État, c'est le petit joueur à 250. Mais c'est lui qui décide de tout. Alors l'État dit, alors on annonce aux 20h le commissariat de Boulogne. Très bien. Seulement, l'État n'a pas une thune. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir la ville de Boulogne. C'est pas son rôle. Mais enfin, ils se disent d'accord, on va filer le terrain gratos. Très bien. Mais ça suffit pas. Alors après, on va demander au département des Hauts-de-Seine. Ah bah ok, allez, je mets 2 millions. Très bien. Après, il faut demander à la région. Puis après, le mec qui gère les fonds fédères. Fonds fédères, c'est les fonds européens. Mais le ministère de l'Intérieur, il a quand même son mot à dire. Puis évidemment, comme il y a un peu de sous publics, il y a Bercy, et donc une interministérielle. Résultat des courses. Un dossier qui démarre à 16 millions il y a 18 ans, qui est un scandale absolu. Aujourd'hui, il est à 37, il n'a toujours pas démarré. Ce que je veux vous dire, c'est que l'impuissance publique, elle est là. Alors, quand on regarde ça, tout est comme ça dans ce pays. Tout est comme ça. Le Grand Paris, on commence à 16 milliards, on est à 37 milliards, on a 7 ans de retard. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez dit, on va pas faire de politique, vous avez raison, et puis on n'a pas le temps, et puis ça ne sert à rien. Si vous ouvrez le capot de la voiture, personne n'y comprend rien. Toutes les majorités disent, on va simplifier, mais personne ne le fait. Non, mais je me fous d'hier. Ce qui m'intéresse, moi, c'est demain. Alors, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut débloquer la France. Pour débloquer la France, faut faire comme dans toutes les organisations. Qui fait quoi? Ça peut paraître un peu bêta, mais quand on lance un projet, il est documenté, il est calibré. On dit pas, j'arrive à Marseille, je te file 4 milliards 4, tu sais pas pourquoi, comment, etc. Bon, bref. Ou je vais faire Villers-Cotterêts, la gloire de la francophonie, un truc à 100 millions qui se termine à 230, tu sais pas pourquoi. Bon. Donc, moi, je pense qu'il est temps de revenir à une chose simple. Il y a que 2 types d'organisations sur Terre. Ou une organisation centralisée. Avant, c'était clair, l'État faisait tout, on savait qui était responsable, et la CGT, la CFDT gérait la Sécu. Au moins, c'était clair. Aujourd'hui, ça c'est fini. C'est terminé. Oui. Sauf que on n'est pas allé au bout, et donc on n'est pas un État fédéral. La vérité, c'est simple, hein. Il faut qu'il y ait pour une mission un seul décideur. Moi, je propose qu'on mette en débat. Oui. La République fédérale à la française, c'est-à-dire c'est plus les régions. C'est-à-dire, non, c'est la province. Alors vous pouvez l'appeler région, peu importe. Les provinces. D'ailleurs sur le périmètre historique des provinces françaises, l'Alsace, la Lorraine, la Provence, la Bretagne. Voilà, ça me paraît. Qu'est-ce qu'elle gère? Tout ce que ne gère pas l'État. Alors l'État, il gère quoi? Il gère l'avenir, la recherche, l'espace, le quantique, les mers et les océans, la justice, la sécurité et la relation internationale. En gros. Point. Tout ce qui sont les peines et soins, c'est-à-dire s'occuper des gens, des mamans, des mineurs isolés, le logement, la santé, c'est la province. Mais il faut aller au bout. Il faut aller au bout. C'est-à-dire que c'est un parlement de province qui fait la loi de la province avec les décrets d'application de la province. Mais pas de ministère. Pas de ministère. Pas de ministère. Mais les ministères dans la compétence. Mais évidemment, je vous donne un exemple. On a en ce moment d'ailleurs une ministre du logement exceptionnelle, Valérie Létard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une femme comme ça. Bon, mais le système est indémerdable. Si vous transférez à la province, à la Bretagne, occupez-vous du logement des mamans. Et là, il n'y a plus le décret, l'arrêté, le truc, les ZFE, les machins. Il n'y a plus tout ça, les ânes. Bon, la Bretagne va. Je vous jure, Monsieur Kelly, que dans 18 mois.
les grues sont à nouveau là en Bretagne et ce sera des logements adaptés aux besoins du littoral pour le littoral, de la campagne pour la campagne. C'est assez simple à faire. Très concrètement, ce plan, vous allez le présenter bientôt. Il y aura une conférence de presse. Oui, parce que je vais vous dire, il faut le mettre sur la table. Oui, mais il y a eu le plan de 2018 qui a été rangé dans un tiroir. On va pas revenir là-dessus. On va pas revenir là-dessus. Oui. Ouais. Bon. Mais celui-là, vous allez le présenter. Non, mais c'est pas un plan. Je vais vous dire. Moi, il y a un truc que c'est plus qu'un plan, ça. Non, c'est pas ça. C'est la nation française qui va s'en emparer. Voilà. Il se trouve que on voit bien qu'on est dans l'impasse. On est dans la crise. Bien. Faut pas gâcher la crise, comme vous disiez. Oui, c'est donc il faut. Qui sont les forces vives? Les salariés, les chefs d'entreprise, les collectivités locales, les chambres de commerce, d'industrie, les forces vives de la nation. Voilà. Oui. On est quand même un peuple de gens intelligents. On va se mettre. Alors moi, j'ai vu les centrales syndicates, pas toutes de salariés, mais les 2/3, parce que c'est quand même eux qui gèrent le plus gros pactole. Hein. Bon, les collectivités locales, le patronat, Patrick Martin. Je dis mais Patrick, le patron du MEDEF, mais la FEP, c'est pareil. Je dis, attends, il faut qu'on ait de l'union sacrée pour la jeunesse de France. Patrick, le MEDEF vous dira. La jeunesse actuelle, si elle était en forme et bien formée, c'est 3 points de croissance de PIB en plus. C'est 3 points en plus, vous le dites. 3 points. Oui. Et le coût, en revanche, le coût des mineurs isolés de l'ASE, c'est 3 points de déficit en plus. Pour ça, Jean-Louis Borloo, il faut sortir du système politique traditionnel, de la façon de penser, parce que ça ne marche pas avec la grille de lecture qui est en place depuis toujours. Oui, mais vous savez, il est très difficile de penser autrement que la façon dont on pense. Je suis sûr que tous les jours, vous prenez le même chemin, même si c'est pas le plus court. C'est vrai. Je vous donne un exemple. Quand on a quitté l'hippomobile, on a fait l'automobile, elle était électrique. Puis un jour, il y a un gars qui a dit, vous savez, transporter le fuel, c'est moins compliqué que transporter le lait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a viré les tramways électriques, les voitures électriques et la géothermie qui chauffait toutes nos villes. Bon, c'est pas un gars de l'automobile qui est revenu à la voiture électrique, c'est un gars d'autre chose. Hein, c'est le père Musk. Bon, c'est pas de donc on est tous pareils. Donc maintenant, on est en crise. Tout le monde comprend bien. Vous savez, il y a un sondage qui vous a peut-être échappé il y a 15 jours. De l'IFOP qui demandait aux Français, est-ce que vous êtes? Parce qu'ils comprennent bien que tout est ankylosé, tout le monde est à l'arrêt, donc du coup tout le monde regarde tout le monde au feu rouge et tout le monde s'engueule. Bon, il y a une espèce de, vous savez, la violence de l'arrêt. Vous avez l'impression qu'on va pas s'en sortir. Donc elle touche pas ma gamelle. Hein. Bon, vous parlez des retraités. Vous savez quel est le problème principal des retraités? C'est ses petits-enfants. Mais qu'on lance l'union sacrée pour la jeunesse, vous verrez la capacité de bénévolat des retraités, la capacité à faire du mentorat, etc. Donc ça, moi je dis, il faut pas, on va pas attendre. Tout comme ça. 2017, ça va être miraculeux à une élection présidentielle. Comme si, mais c'est une blague. 2027, ça marchera pas. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que pour l'instant, si on ne pose pas les vraies questions avec les Français, c'est pour ça que je suis chez vous ce matin, malgré l'heure. Si on ne pose pas la question, c'est ce qui va se passer. Le plus malin à la télé va gagner. Et on n'aura rien résolu. Et il va se passer 2 ans après. Donc ça fera 4 ans. C'est le plus fort on ne va peut pas. C'est le plus malin. C'est le plus malin. Jean-Louis Borloo, il y aura peut-être, on verra, mais il y a trop d'élus, il y a trop de fonctionnaires, donc c'est mal organisé. Écoutez, la 5e République, c'est quand même quelque chose de très centralisé. Mais le général de Gaulle, mais c'est pas centralisé, exactement. En 69, le général de Gaulle a fait un grand discours. Il a dit, il est temps pour rentrer dans la modernité, de faire confiance aux provinces pour les sujets qui concernent la province. Il l'a dit. Il a proposé ce référendum. Il n'a pas gagné le référendum. Et depuis, on continue à être de plus en plus émietté. Je vous donne un exemple de la fait. On est devenu le pays des contrôleurs, des inspecteurs. Mais regardez ce qui s'est passé à l'hôpital. Enfin, il y a 18 ans, l'hôpital était géré par les médecins. Les médecins géraient l'hôpital. Très bien. À l'époque, on ouvrait des lits tous les mois dans les hôpitaux français. Les frais administratifs et de structure étaient de 5%. Mais notre culture des contrôleurs des inspecteurs dit non, les médecins, ça c'est pas géré. Nous, on va gérer. Résultat des courses, 18 ans après, on est passé de 5 à 34% de frais de structure. Vous êtes allé aux urgences récemment. Donc il faut revenir l'hôpital aux médecins, que les médecins reprennent le pouvoir à l'hôpital. C'est eux qui savent où il faut investir, quelles sont les bonnes équipes soignantes, à quelle heure, et non pas on déclenche des accouchements parce que le tableau du personnel, le tableau Excel. Vous avez remarqué qu'on avait pour la première fois augmenté la mortalité infantile en France?
Enfin, c'est invraisemblable. Jean-Louis Borloo, moi, j'adhère, ça me va, le discours me va très bien. Vous allez poser ça en conférence de presse prochainement, quoi, autour de Noël. Non, c'est pas moi tout seul. Attends, je vous explique. Vous le mettez sur la table, ce plan. Enfin, c'est une révolution. C'est plein de... pas du tout. Je ne fais que mettre des mots. Moi, je suis un espèce... Vous savez, avant, dans les usines, il y avait le vieil ingénieur de production maison. Vous savez, le petit gars, là, qui, lui, savait comment ça marchait ou ça marchait pas. Moi, je suis juste ça. Je suis le tiers de confiance pour fédérer les patrons, les petits, les moyens, les grands, les syndicats, tous les syndicats, réformistes, pas réformistes, les collectivités locales, quelle que soit la qualité, enfin, la sensibilité des dirigeants. Je m'en fous. C'est la France qu'il faut remettre en mouvement. Il y en a qui veulent tout bloquer. Moi, je veux tout débloquer. Et vous direz chiche, c'est ça? Chiche quoi? On y va. Oui, il faut y aller. Enfin, bien sûr, il faut y aller. Bon, Jean-Louis Borloo, vous restez encore 5 minutes avec nous. Ouais, je voudrais bien vous entendre. À condition d'avoir un café. À condition, on vous donne un café et on se retrouve juste après une petite pause. Et notamment, j'aimerais bien vous entendre aussi sur la ville. La politique de la ville. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais non, mais il y a tellement de choses à faire. Mais vous connaissez. C'est pour ça qu'il va falloir qu'il y ait une bande du redressement, pas juste, pas un mec providentiel. Non, mais ou une femme providentielle. Bonne formule. Il faut une bande du redressement. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Gratuite. Ouais. Vous allez me dire ce que ça veut dire, gratuite, avec Jean-François Aquili. On reste dans un instant avec vous, et puis vous pouvez appeler aussi après, bien sûr, pour commenter au 0800. Et un café. Mais ça, c'est fait, c'est en route, déjà, bien sûr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et nous continuons avec beaucoup de monde autour de la table et bien sûr Jean-Louis Borloo qui est toujours avec nous parce que vous nous avez mis l'eau à la bouche avec beaucoup de choses, notamment tout à l'heure, et Jean-François Aquili est toujours là bien sûr, Françoise Degois, Éric Revel, vous nous avez dit il y a par exemple 1,5 million de jeunes perdus de vue, au pied notamment des tours, des bars, etc. Vous avez été spécialiste de la politique de la ville, on se souvient, et de la jeunesse. Aujourd'hui, quand vous dites ils sont perdus, ils sont récupérés par les narcotrafiquants, c'est ça. Il y a de l'hypocrisie autour de cela, non? Non, il y a un abandon de la jeunesse de France, voilà, tout simplement. Vous savez, quand vous êtes adulte, que vous allez bien, que vous êtes dans les mêmes milieux, les mêmes clubs de sport, vous avez fait la même école, vous pensez pareil, il y a un moment, vous savez pas qu'il y a des gamins au pied des immeubles. C'est juste humain, j'y peux rien. Mais le sujet de la France, c'est le sujet de sa jeunesse. On peut faire la réorganisation dont je viens de parler. Franchement, il faut la faire. On va redonner du sou pour mais notre sujet central, c'est notre jeunesse. Bien sûr. Il y a comment les pays qui sont sortis, Singapour, la Corée du Sud, c'est par la jeunesse. Il faut ramener la jeunesse de France au toit du monde, de la formation, de l'information, du bonheur de vivre et des perspectives. Bon. Il y a un endroit, par exemple, est formidable, c'est à Orléans. Voilà. Alors à Orléans, et Dieu sait qu'à Orléans, il y a des endroits compliqués. C'est pas que Jeanne d'Arc. La Source à Orléans, il y a 15 ans, vous n'alliez pas à la Source. Bon, une équipe formidable. Alors, quand il y a un gamin qui va mal, il est en difficulté, ou il crée un problème aux autres, instantanément, à 15h22, à 15h35, le prof, parce que les pauvres profs, là, ils sont en première ligne, mais il faut bien comprendre qu'ils peuvent pas, eux, tout réparer. Impossible. Alors, le gamin, il est immédiatement pris en main. Le prof prévient discrètement l'écosystème, parce qu'ils ont tout le monde, ils ont réuni tout le monde, la PJJ, le truc, les clubs de sport, les clubs de basket, tout le monde, l'hôpital, tout le monde est réuni. Il est pris tout de suite en charge. Oh, bon, on vient le chercher. Ouais. Toi, tu sais faire quoi? Hop, ils le mettent dans un club de judo avec un ou de je sais peu importe quoi, avec un éducateur extrêmement. En même temps, t'as le psychiatre ou le psychologue qui va immédiatement voir les parents avec 2-3 autres parents du quartier ou de l'immeuble pour entourer, parce qu'on fera rien sans les parents. Et puis vous avez toute la machine qui se met en. Alors ça, c'est une politique de proximité qui est mise c'est en surtout place. Ça procède d'un truc simple que je vais expliquer. Comme dit le dicton africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Or nous, on n'a pas de village,
on a des silos, on a des fiefs, on a des procédures, on a des organisations émiettées. Mais la jeunesse de France, faut s'en occuper, tout simplement. C'est un exemple concret, évidemment, de ce que l'on peut faire. Mais quand je disais, il y a de l'hypocrisie. C'est vrai que le narcotrafic, la drogue est partout. Il y a des consommateurs qui, sans doute, quelque part, peut-être, ceux-mêmes sont là pour condamner le trafic, mais qui vont acheter quand même au bas des immeubles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait légaliser, par exemple, le cannabis? Tiens. Écoutez, moi, je ne veux pas rentrer dans les non, mais je vais vous expliquer parce que le jeu, j'ai une question, une phrase, une réponse. Alors, on tourne autour de ça et on regarde pas l'éléphant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse de France. Toutes les jeunesses. Celles qui courent moins vite. Vous avez vu les rapports PISA? On est passé de la deuxième à la 23e place. L'indice de développement humain de la France. Vous savez, le truc de l'ONU, le développement humain, c'est tout ce qui fait société. On est passé de la 2e place dans le monde à la 30e en disant, putain, mais regardons nos sujets. La jeunesse de France, elle est prioritaire. Il faut l'union sacrée pour la jeunesse de France. Vous savez, il y a des trucs qui marchent vachement bien dans ce pays. Non, mais y compris dans l'action publique. Je vous donne un exemple. On est un pays qui méprise le sport à l'école, qui le méprise à l'université, et on est un pays d'individualisme. Et pourtant, on est la première nation mondiale des sports d'équipe. Bah, bizarre. Pourquoi ? Je vais dire pourquoi. Parce que l'organisation, c'est une organisation fédérale. Il y a 17 millions de licenciés qui payent une cotisation. Vous avez 6 millions de bénévoles. Vous savez combien il y a de matchs de foot tous les ans en France, amateurs? 1 million. 1 million de fois, il y a des rencontres de jeunes avec 3 arbitres, un représentant de la Ligue. Enfin, c'est. Mais donc, vous n'avez pas répondu sur le trafic de drogue. Non, je réponds pas parce que c'est ça qu'on va retenir. Vous savez pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est ça qu'on va retenir. Alors c'est pas mon sujet central. Je refuse le système de la punchline, la question, mais je le refuse. Vous êtes vous-même en train de vous perdre par paresse intellectuelle. Allez, ressaisissez-vous aussi. Une question non punchline. Vous avez dit un truc intéressant tout à l'heure. Vous avez dit la bande du redressement. Parce que c'est quand même un verrou qu'il faut faire sauter. Qui peut activer tout ça? Parce qu'il faut l'activer. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Non, mais il y a chacun son rôle. Moi, je suis sorti ranger les voitures. Je pense pouvoir faire le rôle de l'ingénieur de production et de tiers de confiance. Bon. Enfin, il va falloir qu'il y ait des gens beaucoup plus actifs, plus jeunes. Bon. Je pense qu'il faut réunir des gens qui ont géré des complexités. Voilà. Parce que l'idée, je suis à la Cour des comptes, Conseil d'État, l'inspection des finances, j'ai jamais géré de complexité. C'est le système qui m'a porté là. Et je le perpétue. Donc j'ai des gens qui ont géré des villes complexes, pas forcément les grandes. Le maire de Garges, extraordinaire, Jiménez. Celui de Salier, extraordinaire. Bon, des gens qui ont géré des complexités dans le sport. Un type qui amène une équipe à devenir championne du monde, c'est un type qui sait gérer des ressources humaines, croyez-moi. Il y a des militaires au combat qui savent gérer des ressources humaines. Voilà. Il y a des entrepreneurs qui ont créé des trucs extraordinaires. Il y a des syndicalistes. C'est très compliqué de gérer une. C'est pas que des politiques, c'est des gens. Mais on est tous nationaux. Attendez, c'est quoi? On n'est pas une case. Bon, je veux dire, vous êtes citoyens. Mais évidemment, mais il y a des patrons, mais qui gèrent des gens qui ont géré des complexités. Et comment vous les faites avancer? Alors, attendez, François, ne vous appelez pas Eric. Non, moi je voulais dire un truc à Jean-Louis Borloo. Moi, je vais vous dire, j'ai aucune question à vous poser parce que je trouve ça très clair. Mais je voulais dire une chose qui me paraît évidente, c'est que ce que vous venez de dire là, je vous l'ai dit tout à l'heure en off, ça redonne du punch. Vous voyez, on est dans une société qui s'effondre sur elle-même. Et quand je vous entends, Jean-Louis Borloo, ça me redonne de l'énergie et du punch. Mais gardez-le toute la journée. Après, l'utopie, c'est un carburant pour l'espérance, c'est sûr. Mais il n'y a pas d'utopie. Mais il n'y a pas d'utopie. Voilà, moi, là, on accélère dans le brouillard pour l'instant. J'ai envie de dire, rejoignez la bande de... Non, voilà, moi, j'ai une question à lui poser. Moi, j'adore des utopies réalistes qui sanglent à l'horizon. On est d'accord là-dessus. Mais comment vous faites concrètement? Et on retombe sur la question de Jean-François.
C'est-à-dire que, comment vous la situez, cette bande du redressement? Vous la mettez dans une case politique? Il y a bien un Mais moment moi, donné... je mets rien du tout. Non, vous avez raté, Emmanuel Macron a raté son rendez-vous avec vous et vice-versa la dernière fois avec votre plan. C'est évident qu'on a raté un moment de l'histoire, notamment pour la jeunesse. Nous le savons tous. À un moment donné, c'est les politiques qui décident. Vous n'allez pas faire une bande du redressement comme ça qui va marcher toute seule au milieu de la pièce. Mais bien sûr que si, madame. Mais pardon de vous dire, nous sommes un grand peuple. Pardon, ce sont des résistants. Attendez, c'est des résistants gaullistes ou communistes qui ont redressé la France. Il y a un moment, voilà, on est à une crise. Eh bien, 70 millions de femmes et d'hommes, je vous jure que des gens... Quel est le problème central? C'est que les gens qui gèrent des complexités, d'abord sont humbles, sont passionnés par ce qu'ils font, et puis ce monde-là leur paraît très lointain et inaccessible. Bon, moi j'en appelle... À tous ces gens qui ont géré des trucs complexes, des ressources. En fait, tout ça, c'est une affaire de ressources humaines. Voilà. Vous faites un club, vous faites une association. Mais non, je fais Sud Radio, ça suffit largement. Mais si vous saviez le nombre de messages que j'ai, chère madame. Je suis d'accord, mais ça suffit pas les messages. Mais c'est là. Moi, je vous dis que les Français ont parfaitement compris que la dégradation générale, parce qu'on aurait une crise du logement, une crise de la guerre, une crise de... On a tout en crise. Ouais. Vous savez, ça me rappelle un matin, une nuit, là, je suis à la radio, il y a, je sais pas, 20, 25 ans, j'écoute, et puis j'entends putsch à Moscou. Alors, mais tiens, l'armée a encerclé le Parlement. Très bien. Alors je me démerde, je trouve un billet d'avion, il y avait encore des agences à l'époque, je me pointe à Moscou tout de suite, midi j'arrive, je prends le taxi, et je dis, vous pouvez m'emmener là au Parlement, ça s'appelle la Maison Blanche, c'est même bonne. Bon. Alors j'arrive, je dis, alors le putsch, comment c'est? Il me dit, le putsch, il a raté. Et j'ai dit, mais pourquoi il a raté? Parce qu'ici, monsieur, rien ne marche. Ouais. Bonne journée. Ouais. Merci en tout cas Jean-Louis Borloo d'être venu ce matin. Ça fait du bien, comme le disait Éric. Effectivement, d'entendre des discours sur radio, on parle vrai. Oui, et qui ne sont pas que pessimistes en fait les discours, parce qu'au contraire, c'est d'aller. C'est d'aller vers des solutions, mais de dire l'état réel du pays avec cette désorganisation telle qu'elle a été évoquée. Vous voulez réagir? 0826 300 300. Nous continuons.